Bonjour à tous. Tous les amateurs de BD ont déjà entendu cette appellation particulière, le roman graphique. Beaucoup utilisé dans les médias, parfois moqué par les lecteurs, c'est un terme assez flou pour désigner certains types de bandes dessinées. Pour faire simple, c'est l'auteur américain Will Eisner qui popularisa le terme de graphic novel en 1978 pour désigner sa BD A Contract with God and Other Tenement Stories, dans lequel il raconte différentes histoires de drame social. La volonté de vouloir remplacer le terme traditionnel comic book émane de plusieurs problématiques. Déjà, le terme lui-même provenant du mot comique connote fortement la BD américaine à des récits légers et souvent humoristiques, manquant de sérieux et pris à la légère. Aussi, Will Eisner désirait être vendu aux côtés des romans dans les librairies traditionnelles qui ne proposaient alors aucun comic book. En réussissant à publier son roman graphique dans une librairie à romans, Eisner a pu ainsi être considéré comme de la littérature et s'inscrire dans la culture avec un grand C. Il y avait également une contestation de sa part face à l'industrie de la BD américaine, qui publiait alors principalement des séries supportées par l'emblème des super-héros, qui est un mode de production et un modèle économique encourageant plus la création de produits que d'œuvres. Même si Robert Crumb, avec sa BD underground, satirique et pornographique, était déjà passé par là, Will Eisner a voulu officialiser ce mouvement de cassure avec le comic book populaire. Le graphic novel a été récupéré en francophonie sous le nom de roman graphique. Il faut aujourd'hui mettre de côté le sens originel que portait le terme graphic novel et se dire que, lorsque l'on parle de roman graphique, on évoque tout autre chose. Dans l'utilisation quotidienne que l'on en fait, le roman graphique se veut être un genre de BD plus mature. Sobriété du dessin, souvent en noir et blanc, grosse pagination, des thématiques profondes et adultes. Ce type de BD est à mettre en opposition avec la BD dite traditionnelle, qualifiée de plus enfantine et de tous les boulets que l'on traîne généralement derrière la notion de livre pour enfants. Car même la notion de destiné à un lectorat adulte est ambiguë. Je suis d'accord avec Quentin Tarantino lorsqu'il disait que l'on pouvait regarder Kill Bill avec ses enfants, au même titre que beaucoup de BD appelés romans graphiques peuvent être lus dès nos 10-12 ans. On pourrait donc appeler le roman graphique de bande dessinée qui présente bien, de petit frère subtil et épuré de toutes les tares de son aîné moins mature. La définition de roman graphique se construirait donc par la discrimination de la vision enfantine concernant de la BD dite traditionnelle, ce qui recoupe avec l'un des points défendus par Will Eisner. Mais la définition est tellement floue qu'on en arrive à de drôles de problématiques. Les Larmes de l'assassin, BD adaptée par l'auteur Thierry Murat du roman éponyme d'Anne-Laure Bondou, est bien volontairement qualifié de roman graphique, de par les thèmes adultes qu'il aborde, et aussi de par la mise en page et le dessin de Murat, loin du bonhomme à gros nez d'Astérix et consorts. Imaginons maintenant un instant que ce même roman avait été adapté par Uderzo justement, avec son dessin et découpage à l'ancienne, tout en respectant très fidèlement l'histoire d'origine. Est-ce alors encore du roman graphique, car le dessin caricatural d'Uderzo n'est pas forcément antinomique avec un récit sombre et adulte. On a déjà eu bien des fois où un dessin connoté pour enfants a été pris de revers en étant utilisé dans un type de récit dans lequel on ne l'attend pas, et cela a en fin de compte été une plus-value à l'œuvre globale. Si en plus de cela on publie Les Larmes de l'assassin d'Uderzo en noir et blanc avec une plus grosse pagination et plus de texte que la version de Thierry Murat, ce n'est que du bénéf. Il sera alors peut-être même encore plus un roman graphique que ce dernier, car considéré comme subversif, inattendu et plus long à lire, donc plus adulte. Aussi, j'avais une fois demandé lors d'une conversation sur le sujet du roman graphique si jamais je compilais les 72 tomes de Naruto en un seul méga volume grand format, est-ce que j'en ferais d'un seul coup un roman graphique? Je peux facilement présenter les thèmes de ce shonen, donc BD japonaise pour adolescents, pour dire qu'il aborde des thèmes profonds et adultes. Solitude, recherche de la paix entre les peuples, dépassement de soi, combat de ses démons intérieurs. Il suffirait de présenter cela avec des mots un peu universitaires et je vous ponds une série de recueils sur l'incroyable complexité des personnages de Naruto, l'incroyable roman graphique de Masashi Kishimoto. Tintin est un précédent porteur à la matière de légitimation intellectuelle par la théorie. Lorsque j'avais dit cela, sous forme de troll un peu, on m'avait répondu à raison que Naruto avait été pensé comme une série fleuve, et qu'un roman graphique était bien souvent une histoire en un seul tome. Même si c'est un drôle de critère pour définir un genre, je comprends l'argument, qui s'oppose alors au mode de publication de série. Je peux néanmoins rétorquer que si j'avais été Art Spiegelman et que j'avais publié l'intégralité de Mouse en petit mensuel de 20 pages, sans jamais publier mon œuvre en un seul livre, est-ce que ça m'aurait enlevé le droit de me faire appeler roman graphique? Bien sûr que non, car même si le mode de publication influence une œuvre, elle n'aurait pas forcément terni le chef-d'œuvre d'Art Spiegelman. Je pense que l'on peut dire alors que publié en 72 ou en un tome, cela reste secondaire de la définition du roman graphique, car on peut créer une série sans penser à en faire une marque à vendre, ou même sans appliquer le modèle économique qu'il y a habituellement derrière. Le Schrumpfissime parle d'une tyrannie ayant pris le pas sur une forme de démocratie, ou d'une société communiste, peu importe. C'est un thème que l'on classe habituellement dans les fictions pour adultes.
Le fait que ce soit abordé via des lutins bleus vivant dans des champignons ne vient pas pour moi affaiblir le propos très politique de ce livre. Le but n'est pas de reprocher à une catégorie d'avoir des limites floues, ce serait absurde, elles en ont toutes, mais d'interroger la pertinence de celles-ci lorsqu'elles ne servent plus à juste classer correctement les montagnes de livres dans une librairie ou une bibliothèque. Une bonne histoire reste une bonne histoire, et le genre dans lequel on la classe ne devrait pas présupposer autant sur ses qualités. On possède déjà des dissociations étranges au sein du média BD. Dans la tête de certains, le manga n'est pas de la BD juste réalisée par des japonais, mais un genre d'expression à part entière de la BD dite franco-belge. À vouloir chercher de la légitimité via une appellation adulte en se référant au roman, livre noble et empreint d'une grande histoire dans notre culture, on ne fait qu'en créer davantage les préjugés associés aux BD exclus du cercle roman graphique, alors que celles-ci sont pourtant largement majoritaires de la production générale de BD, on crée donc une cassure. Le terme roman graphique a été pour les auteurs américains un moyen d'émancipation aux demandes éditoriales et économiques. Ce n'est donc pas un genre, mais une vague issue d'un mouvement contestataire d'auteurs américains, comme l'a été la nouvelle vague pour le cinéma français avec les réalisateurs comme François Truffaut dans les années 1950. En fait, là où ce terme avait un sens au moment où il a été créé en Amérique, sa réappropriation en Europe est complètement absurde car les enjeux n'étaient juste pas les mêmes. Le terme bande dessinée est très fonctionnel et pas aussi restrictif et connoté que son pendant anglais, le comic. C'est une réappropriation culturelle qui à ce jour n'a pas grand sens, hormis du point de vue d'une recherche à se déculpabiliser de lire de la BD. Avant, on était sur un discours, tu lis de la BD avant de passer aux vrais livres, les romans. Et maintenant, tu lis de la BD avant de passer aux vrais BD, les romans graphiques. A l'heure actuelle, les éditeurs traditionnels publiant à l'époque principalement des BD sous le label de héros ont aujourd'hui chacun leur collection dans lesquelles ils publient des BD qui sont héritières de la révolution ayant eu lieu des dizaines d'années plus tôt. Publier une BD ciblée pour les adultes et dans un format différent de l'A4 cartonné couleur est devenu normal. En francophonie, le roman graphique n'est ni un genre ni une nouvelle vague, mais un terme, un synonyme plus classieux à bande dessinée. C'est comme si, dans l'histoire du cinéma, la nouvelle vague française dont je parlais plus tôt avait décidé de renommer leurs films des screen novels, et aurait dès lors créé un clivage avec le média film de manière globale, et non avec juste la production filmique de l'époque. En gros, leurs propos auraient été complètement différents. Sachant que même historiquement, la popularisation officielle du mot graphic novel et des œuvres qui l'ont accompagné ne débute qu'en 1978, alors que le magazine français Fluide Glacial, proposant de la BD plus mature, existait déjà depuis 3 ans. Les auteurs n'ont pas attendu une officialisation de leur mouvement pour déjà proposer une BD différente et adulte de celle de chez Dupuis. On finit alors par nommer roman graphique a posteriori des BD comme Little Nemo 1905 ou Fils de Chine 1950, mais ici on considère le roman graphique comme une vague et non un genre, ça ne tient pas. Little Nemo et les autres ovnis d'avant 1978 sont des bandes dessinées, pas des romans graphiques. Pour la même raison, Apollina de Bastien Vives ou encore n'importe quel Taniguchi ne sont pas des romans graphiques, mais des héritiers de tous les différents mouvements BD qui les ont précédés. La recherche de légitimité via le terme de roman graphique est elle aussi absurde, car elle condamne la BD à être un dérivé du roman, et non un genre de livre à part entière. La BD ne partage avec le roman que le fait d'être un livre. Il est absurde de vouloir lier ces deux médias bien distincts jusqu'à leur nom. En fait, je ne comprends pas du tout la démarche de légitimité en cherchant à se raccrocher au roman, comme si cela était le seul moyen d'être considéré comme de la littérature. Un média légitime, c'est un média pouvant aborder tous les termes avec son propre langage, et qui se suffit à lui-même. Perso, j'y vois plus une régression qu'autre chose. Pour le mot de fin, j'aime bien cette image du game designer Fabien Invine que j'ai entendu dans le podcast de La Cellule. Il parlait de la théorie du monomythe de Joseph Campbell, comme une échelle qui a permis de mieux comprendre les récits que l'on racontait, mais qu'une fois empruntée, c'était une échelle qu'il fallait savoir laisser retomber pour mieux avancer par la suite, sous peine de tourner en rond dans une théorie qui souffre de ses limites. Je vois dans le mouvement du roman graphique, aujourd'hui abouti et même dépassé, une avancée de l'époque par les auteurs au sein de la BD, desquels on peut être reconnaissant de l'héritage concret qu'ils nous ont apporté.